Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. Ce soir, on va évidemment parler de ce Grand Prix de Catalunya qui s'est disputé hier à Barcelone. Et pour m'accompagner, eh bien j'ai toujours mes acolytes. Alexis, bonsoir, ça va? Eric, impeccable. Michel, encore une fois rentré au dernier moment. Ça commence à devenir juste, mais ça passe. On était à l'heure. On était à l'heure, c'est parfait. Et toujours en compagnie de Thomas. Oui. Thomas dans le même avion. Donc le jour où l'avion n'arrive pas, vous l'avez compris, on perd et Michel et Thomas. J'étais à la spie. Bon, ça va. Donc ce soir, comme je le disais, on va évidemment débriefer de ce Grand Prix de Catalunya et Dieu sait s'il y a des choses à dire. Comme toujours, vous le savez, on est en direct sur les plateformes donc Facebook de Motostation, de Motojournal, de Motorevue et de Sans Concession. Vous pouvez interagir, vous pouvez poser vos questions. Alexis se fera votre relais. Et puis comme à chaque fois, maintenant vous avez compris, c'est l'habitude, et bien à chaque fois qu'il y aura des questions, eh bien il y aura aussi des tirés au sort pour gagner des cadeaux, Alexis. Et voilà. Ce soir, on remet encore notre partenaire Ippon. Trois kitchens nettoyage et graissage à gagner ce soir pour nos meilleures questions. d'accord, trois entretiens de kitchen à gagner ce soir. Et puis évidemment, à la fin, en deuxième partie d'émission, on recevra notre invité. Et notre invité ce soir, ce sera Yann Marian. Alors le nom en lui-même ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis Moto Addict, vous aurez tout de suite cerné le personnage qu'on va recevoir en deuxième partie d'émission et ça risque d'être assez drôle. Voilà, alors maintenant, eh bien, on commence tout de suite, vous le savez, par le débriefing de Michel Turcot. C'est tout de suite, c'est maintenant. Voilà donc le débriefing de Michel Turcot. Et Michel, sur ce Grand Prix de Catalogne, comme dans tous les Grands Prix, on commence par l'image du week-end. Et à mon avis, on sait où tu vas nous emmener. Ah, il n'y a pas photo. Hein, c'est le cas de le dire, oui. L'image du jour, c'est Fabio Quartararo, le torse à l'air. Joli torse. Voilà, problème de combinaison. Alors, un truc assez incroyable. Hein, sa combinaison s'est ouverte alors qu'il était en train de jouer la victoire avec Miguel Oliveira. Voilà, alors que s'est-il passé? Eh bien, personne ne le sait, même pas lui. Sa combinaison s'est ouverte, elle était bien fermée au départ sur la grille. Hein, les images permettent de le voir, même si peut-être la languette qui permet de remonter la fermeture éclair était peut-être pas tout à fait remontée jusqu'en haut. Quoi qu'il en soit, c'est un incident qui n'était jamais arrivé chez Alpinestar. On les a vus. Je vais juste interrompre Michel. Je pense que vous avez laissé le micro d'ordre ouvert en régie, donc on vous entend. Je ne sais pas si ça repasse dans les micros, mais voilà, c'est les aléas du direct. Donc vas-y Michel. On continue. Donc oui, bon, cette combinaison s'est ouverte. On ne sait pas pourquoi. Ouais. C'est une première. Tu disais, pardon, je t'ai coupé pour Alpinestar. Hier soir, on a fait un peu le point avec les gens de chez Alpinestar. Donc c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Ils savent pas pourquoi. Le cuir a été contrôlé dans un premier temps. C'était un cuir récent, donc c'est pas un cuir usé. Le velcro qui est la petite languette en velcro qui permet le petit rabat qui se rabat au-dessus en haut n'était pas usé. Voilà, on comprend pas trop. Il est vraisemblable que c'est pas l'airbag. Ouais, non, oui, certains ont émis la possibilité de l'airbag, donc c'est pas du tout ça. En fait, voilà, la combinaison s'est ouverte en haut et puis petit à petit elle est descendue. Hein, ça s'est pas fait tout de suite. Et donc il s'est retrouvé, Fabio s'est retrouvé, la fermeture éclair qui était ouverte à moitié. La protection dorsale avec le vent, elle est descendue, le gêner. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné on voit qu'il la retire, qu'il la jette. Et voilà. Ouais, mais tu disais c'est une première. On a eu le cas il y a très très longtemps avec Alain Michel qui avait eu un problème sur la fermeture de son casque, mais sur les cuirs. Qui lui fait perdre un titre de champion du monde. Voilà, qui lui fait perdre un titre de champion du monde, c'était à Hockenheim. J'ai vu passer une image sur une chute, par contre sur une chute de Tito Rabat à Jerez, où là par contre l'airbag s'est déclenché et on voit que sa combinaison est ouverte. Ouais. Mais là comme ça, alors, en roulant, c'est. Moi j'ai vu ça il y a pas très longtemps au Bol d'Or avec Yoni Hernandez. Son cuir s'était ouvert. Ouais, alors non, Yoni Hernandez, c'était différent, c'est qu'il n'avait pas le cuir aux couleurs, et en fait, on lui avait prêté un cuir qui lui allait pas, et il avait lui aussi la protection thoracique, et en fait, il avait pris le temps d'ouvrir pour enlever la protection, il l'avait jeté, tu te rappelles, au virage du raccordement, pour trouver un petit peu plus de mobilité sur la moto, et d'ailleurs, il avait fini la course avec le cuir de Freddy Spencer.
Et enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas Fabio qui a ouvert sa combinaison. Ouais, Là aussi, on ça, a entendu des commentaires de certains qui pensaient avoir vu tout ça. Donc voilà, la combinaison, ça reste un mystère. En tout cas, voilà, ça s'est défait, ça s'est ouvert et ça lui a coûté cher. Oui, mais ça, on va en reparler dans les faits marquants. Thomas, ouais, Michel le disait, c'est une première, non? Je crois que. Écoute, oui, non, franchement, je n'ai pas dans mes souvenirs. Et puis après, bon, là, statistiquement, c'est difficile de trouver ça, mais non, j'ai pas souvenir de ça en pleine course, d'avoir un cuir qui s'ouvre. Oui, c'est quand même assez rare, quoi. Bon, alors justement, on va passer aux faits marquants et vous allez voir qu'on va enchaîner. Alors, l'effet marquant, Michel, ça décline de l'image du week-end. Évidemment, c'est les sanctions. Alors, les 2 sanctions qui sont arrivées à un timing un petit peu surprenant. On va d'abord prendre dans l'ordre. La première, donc, avec l'histoire où il redresse parce qu'il résiste à Johan et finalement il tire tout droit au virage numéro 1. Il est gêné, toujours il galère un peu avec son cuir, donc il sort de la piste entre le premier et le deuxième virage. Il y a une échappatoire, voilà. Donc le règlement stipule que quand un pilote prend une échappatoire, il doit perdre au moins 1 seconde. Il doit perdre 1 seconde. Il a perdu 7 dixièmes sur 1 seconde sur le partiel en question. Donc lui, il n'a perdu que 7 dixièmes. Donc à partir du moment où il reprend la piste n'ayant perdu que 7 dixièmes, on lui met une sanction de 3 secondes. Ça, c'est stipulé dans le règlement. Donc là, il n'y a rien à dire. En revanche, quand il s'est retrouvé la combinaison ouverte, il aurait dû être arrêté au drapeau noir. Enfin, tout au moins, on aurait dû lui signaler un drapeau noir avec un cercle orange, lui disant, voilà, tu as un problème technique, tu dois le régler, tu dois t'arrêter pour le régler. Donc il aurait pu s'arrêter sur le côté, remonter son cuir et repartir. Il l'a pas fait, mais on lui a pas demandé de le faire. Ouais. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? À l'arrivée, il est convoqué à la direction de course. Parce que entre-temps, sur les chaînes espagnoles, italiennes, il y a Joan Mir qui a déclaré à l'arrivée de la course, c'est honteux, qu'il ne soit pas déclassé. Ouais, en fait, il a grossi l'histoire de sa protection thoracique qui aurait pu être dangereuse. Mais sur les images, on les a vues, les images, en fait, quand il jette sa protection, il est dans le virage numéro 3 et ça part directement dans l'air. On se souvient que Jacques Mir avait jeté sa mousse de sel, il n'a jamais été sanctionné non plus. Donc c'est vrai que c'est pas... il était sur le côté, ça aurait peut-être été plus dangereux, à voir. Quoi qu'il en soit, il a été convoqué à la direction de course, et là, la direction de course, non. Les sanctions, c'est la direction de course qui les passe au pilote. Par contre, on va leur tirer les oreilles à la fin, c'est le panel de commissaires. Le panel de commissaires de la FIM, donc on a Freddy Spencer là-dedans. Donc là, on lui dit, comme tout le monde a râlé, que Tardozzi est monté se plaindre en disant c'est un scandale, parce que... on aurait dû le sanctionner, donc effectivement, il aurait dû être sanctionné, mais il n'a pas été. Donc, qu'est-ce qu'on décide de mettre 3 secondes de pénalité. Ouais, en plus, il n'y a pas de barème, il n'y a rien qui prévoit une telle sanction, en fait. Non. A posteriori, en plus. Alors, au final, c'est inscrit dans le règlement que c'est interdit, donc il devrait y avoir un barème. Non, mais il n'y a pas de barème, il aurait dû être arrêté. Enfin, on aurait dû lui signaler, il faut que tu dois t'arrêter, tu dois résoudre ton problème, et si tu ne le fais pas, tu es exclu de la course. Mais il restait 4 tours, on ne l'a pas fait. Donc le pilote, il n'est pas responsable des carences de la direction de course. Alors donc justement, Alice de Nîmes nous demande est-ce que c'est tout bonus pour Fabio de ne pas avoir été arrêté au drapeau noir. Finalement, effectivement, au final, comptablement, c'est un moindre mal. Fabio et son entourage le reconnaissaient peut-être à froid ce matin. On était sur le circuit, on en a parlé, notamment j'en ai parlé avec Eric Mahé. Au final, il a perdu 3 points. On va dire que c'est un moindre mal parce qu'effectivement, ça aurait pu lui coûter beaucoup plus cher. Donc on va pas. Est-ce que ça peut créer un précédent? Parce que là, on dit ok, c'était visible, il avait la combinaison ouverte, mais quand les gars ils tombent, ils courent, ils repartent, on en voit en course, ça repart, ils ont déclenché l'airbag, etc. On va créer des précédents, non? Non, mais je pense que la prochaine, déjà, on l'a dit, c'est rarissime, c'est la première fois que ça se produit. Et 2, si ça venait à se reproduire, c'est sûr que cette fois, il y aurait la direction de course demandera au pilote de s'arrêter. Après, voilà, c'est aussi ce genre de choses qui permet de faire évoluer, peaufiner un règlement. Là, en l'occurrence, ça va aussi permettre à Alpinestar peut-être de remplacer son velcro par une pression, de modifier peut-être ses fermetures éclairs.
Enfin voilà, ça fait partie de. Enfin en tout cas, ça a animé la fin de journée hier à Barcelone. Ouais, c'est moins et les réseaux sociaux. Mais ça aussi, alors moi je pense que ça risque de laisser aussi des traces. D'ailleurs Fabio l'a dit. Maintenant je sais. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est la deuxième, entre guillemets, c'est la deuxième partie de cette histoire, c'est de se dire que ce qui était prévu comme une bonne saison, une belle saison, là ça commence à sentir un peu mauvais. Disons que bon, c'est vrai que Mir il s'est pas fait, il n'a pas été très malin d'ouvrir sa bouche comme il a fait. Alors c'est vrai qu'il est champion en titre, il fait pas pour l'instant, il est toujours un peu là derrière, mais il a du mal à rivaliser vraiment devant. Voilà, mais c'est surtout, je pense, c'est Tardozzi qui s'est fait remarquer en allant. Alors après. Quelque part, il fait son job. Il est directeur sportif de Ducati. Il y a 3 Ducati qui talonnent Fabio. Si on peut lui prendre des points, alors effectivement, ça se défend aussi. Voilà. Après, il y a la règle et l'esprit, on va dire. Ouais, voilà. Ouais, c'est exactement la règle et l'esprit. Après, sur le fond de la sanction, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais être volontairement. Je vais sûrement pas me faire des amis, mais Fabio l'a dit, il n'a fait prendre de risques à personne d'autre qu'à lui-même. Il choisit de continuer comme ça pour pas perdre de temps. C'est dangereux pour lui, c'est clair. Mais le sport moto, c'est un sport dangereux. Moi, je trouve que on aurait pu. Il aurait dû être arrêté parce que là, enfin, je veux dire. Si par malheur il était tombé, ça aurait pu être dramatique. Je pense que ce que dit. Ça peut toujours être dramatique quand même. Oui, bien sûr. Non, mais là, il y a d'autres conséquences. Là, il y a d'autres conséquences là quand même. Non, je pense qu'effectivement, lui, tant qu'il voit rien, il continue. Et évidemment, il doit bouillir sur son casque parce que ça le gêne, etc. Mais clairement, si c'est pas la direction de course qui impose l'ordre de rentrer, lui, il va au bout de sa course. C'est humain. Je veux dire, on en voit déjà avec une bulle cassée, une visière arrachée ou des choses comme ça. Donc, lui, il a qu'une envie, c'est de continuer. Surtout que là, il sait qu'il est devant. Donc, et au moment où ça lui arrive, il est encore 3e, il est encore sur le podium. Donc, non, je pense que comme l'a dit Michel, enfin, moi, je partage ton avis totalement. En plus, c'est la direction de course qui est fautive. Bon, Fabio, il fait la pole position, il fait des super essais. Alors, c'est vrai qu'en course, il était peut-être un poil moins bien que ce que tout le monde avait imaginé en rythme de course. Enfin bon, il a quand même fait une petite faute en début de course qui lui fait perdre 3 places. Il les récupère, il reprend la tête à Oliveira. Bon, peut-être qu'en remontant, en cravachant un peu plus que ce qu'il aurait voulu, de par le fait d'avoir perdu des places, un peu plus solliciter ses pneus, donc un peu moins bien. Enfin, globalement, il joue la victoire, donc forcément, la combinaison s'ouvre. Il réfléchit pas au fait que s'il tombe, ça peut être hyper dangereux, quoi. Alors justement, la victoire, elle s'est jouée à quelques centimètres, on va dire. Et encore un Français qui nous a fait vibrer, c'est Johan Zarco. Parce que Johan, il a fait encore une course extraordinaire, Michel. Ouais, super course. Il est encore en podium. Oui. Alors, un petit parenthèse statistique. Monsieur le colonel Moutarde. Bah écoute. Ah non, c'est Monsieur Stat. Écoute, il en est à son 5e podium, sauf erreur, chez Ducati. Et je crois que c'est celui qui compte le plus de podiums pour Ducati sans avoir gagné pour le moment. Donc, de l'histoire. De l'histoire, oui, bien sûr. Ouais, donc du coup, il est à égalité avec Troy Bayliss. Et Bayliss, lui, avait gagné sur Ducati. Avait gagné, ouais. Ouais, donc il fait une super. Alors, petite parenthèse, ce matin, on a un peu échangé avec Romain Guillot, son préparateur physique, justement. Enfin, moi, j'ai pas revu aujourd'hui Johan, mais enfin, on va évoquer avec lui un petit peu. Est-ce qu'il a pris part un petit peu aux critiques et à la pression qui a été mise sur les commissaires de la FIB? Pas du tout. Encore une fois. Chez Ducati, on est allé mettre la pagaille, mais c'est Tardozzi qui l'a fait. Et Johan, il est resté en retrait. C'est pas dans l'esprit de Johan d'aller dire il faut punir. On connaît le garçon. Après, il est content de reprendre des points. C'est normal, il joue un titre, il est deuxième. Il a dit effectivement en conférence de presse que Fabio, pour sa sécurité, aurait dû être arrêté. Et là, on est tous d'accord là-dessus. Donc voilà, il n'y a pas de problème. En plus, ça se passe super bien entre les deux Français. Oui, après, ça se passe super bien, mais on a encore une fois. Si la saison elle continue comme ça, si les deux jouent le titre, la pression elle va monter et forcément il y a un moment donné, ils seront moins à se marrer sur le podium et chanter la Marseillaise ensemble. Mais c'est logique. Je suis d'accord, c'est logique aussi. Mais en tout cas, c'est deux bons gars très différents, on l'a dit, mais aussi, ils ont un super esprit tous les deux. Donc, il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Le seul bémol, c'est son début de course. En fait, il a été très prudent. Il dit qu'il a perdu pas mal de temps derrière Jack Miller, ça c'est une certitude. Mais c'est pareil, tu disais tout à l'heure, Fabio a perdu du temps en début de course. Mais Johan, il en a perdu énormément parce que je crois qu'à un moment, il est 10, il me semble. Il est pointé aux alentours de la 10e place.
la plupart des pilotes, enfin voilà, Avec le pneu dur. il y avait un médium, le dur, Ouais, les c'était rendements étaient un difficile. peu pareils, donc c'est vrai que ça a pas mal hésité sur la grille. Il n'y avait pas une grosse différence entre les deux pneus, mais bon, voilà. Après, je pense que Johan, il n'avait pas envie de faire d'erreur. Idem sur les courses précédentes, quoi. Il a dit et répété, c'est ça. cette moto, il a encore pas totalement en main. Donc voilà, il veut Qu'est-ce pas que faire ça va d'erreur. Et il le disait aussi après la conférence post-qualif, il disait qu'il lui manquait encore 2 dixièmes pour vraiment aller chercher Ouais. la régulière. Ouais, il l'a avoué en disant qu'il pensait être rapide, mais il aurait certainement pas fait la pole, enfin le meilleur temps de la séance s'il n'y avait pas eu Fabio devant lui. Oui, il s'est aidé. Voilà, il s'est aidé de Fabio. Ouais. Mais sur ce point-là, c'est vrai qu'il est top, Johan, parce qu'il ne cherche pas de fausses excuses, alors qu'il y en a plein qui pourraient. Il a même tendance souvent à s'auto-flageller. Donc, non, mais au moins c'est bien, c'est d'avoir un gars comme ça qui est franc et qui cherche pas de fausses excuses. Au final, c'est quand même assez incroyable qu'on ait deux Français qui sont en train de se disputer le titre de champion du monde, même si on est encore à la moitié de la saison, c'est quand même pas mal. Alors justement, ce championnat, il reprend des couleurs parce qu'on s'attendait à un match Yamaha-Ducati, et puis finalement, depuis le dernier Grand Prix, depuis l'Italie, pardon, j'allais dire le Portugal, mais l'Italie, merci Thomas, les KTM, elles reviennent dans le jeu, et Oliveira en est la meilleure illustration sur ce week-end. Ouais, les KTM sont en regain de forme, et en tout cas, Oliveira, alors je pense qu'Oliveira, sur le début de saison, ça a été un peu... il gagne la dernière course la saison dernière à Portimao, il s'imagine jouer le titre. On arrive au Qatar, c'est un peu plus compliqué. Je pense que son ressenti a amplifié un petit peu les problèmes. Voilà, là il y a un nouveau châssis qui semble améliorer pas mal la motricité de la moto, qui était un petit problème sur les premières courses. Et c'est vrai qu'Oliveira, là, il enchaîne Mugello et Barcelone de manière impressionnante. Pour l'instant, il y a que lui. Binder est un peu loin, mais il n'est pas si loin que ça, hein, mine de rien, Binder, parce qu'il est dans le, je sais plus combien il est. Binder, il termine 8e, quoi. Il termine 8, ouais. Mais bon, 8e à 8 secondes quand même. Ouais. Donc on attendait mieux de Binder. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc non, mais en tout cas c'est surprenant. Et puis il y a une image qui a pas trompé non plus pendant le Grand Prix, c'est qu'on a eu souvent des plans sur Dani Pedrosa. Donc il faut pas le minimiser aussi dans l'évolution de la KTM. Et je pense que chez Honda, ils doivent un peu se mordre les doigts de l'avoir laissé partir chez KTM vu dans la situation. On va y revenir à nos amis de chez Honda. Effectivement, c'est une erreur supplémentaire dans le cadre de Honda. Et donc juste rajouter un petit truc. Vas-y. Je pense que c'est pour revenir sur Tardozzi, qu'on en parlait hier. Effectivement, là, on a un podium de machines exclusivement européennes. Il n'y a aucune machine japonaise sur le podium. Donc, ça aurait pu, avec une KTM devant 2 Ducati, donc c'est vrai que ça a pu faire rager Davide Tardozzi. Et c'était pas arrivé. Donc, la dernière fois que c'était arrivé, c'était en Styrie l'année dernière, avec toujours Miguel Oliveira devant, et puis derrière il y avait Paul Espargaro. Et avant, il fallait revenir dans les années 70. Donc, c'est vrai que c'est assez rare pour les souligner qu'il n'y a pas une seule japonaise sur le podium. Et idem, chiffre, Thomas, on en a parlé ce week-end, pas d'italien, pas d'espagnol sur le podium. Ouais, alors effectivement, donc ça c'est la 5e fois sur l'ère MotoGP que ça arrive. Bon, si Fabio n'avait pas été déclassé, on aurait eu donc un top 4 exclusivement sans pilote japonais, sans pilote italien et sans pilote espagnol. C'était pas arrivé depuis Japon 2000, donc là il fallait remonter. Donc là on la garde au chaud celle-là parce que ça peut encore arriver. Oui. Mais oui, on espère bien que ça va arriver encore. C'est la première fois justement qu'un podium où il n'y a pas d'espagnol ni d'italien est remporté par un pilote qui n'est pas australien. Parce qu'avant c'était soit Casey Stoner, soit Jack Miller, et là on a Miguel Oliveira. Ok. Alexandre de Paris qui nous demande quel est le grand gagnant de ce week-end pour le championnat. C'est Johan Zarco peut-être je sais pas si on peut dire grand gagnant. Enfin, grand gagnant. En tout cas, Johan fait une bonne opération puisqu'il récupère. Il revient à 14 points. Il réduit son écart sur Fabio. Après, Fabio, on l'a dit, il s'en sort pas trop mal. Oliveira, il recolle un peu. Oliveira, il a la moitié de points quasiment que Johan. 54 points, Johan 100. Enfin bon, il a pris quand même. 25. Voilà. Non, le grand pardon, on pourrait dire que le grand pardon, c'est plutôt Bagné pour le coup, qui était inexistant. Transparent. Enfin, inexistant. Qui a été en difficulté, après qui était tombé au Mugello, donc c'est vrai que ça. Bon. C'est un peu difficile pour lui. On passe après donc Johan et Oliveira. On va parler de nos amis Honda et on a l'impression qu'ils vont jamais s'en sortir. Encore 2 chutes du tandem Honda Repsol, Marquez Espargaro. Alors
Marquez a dit c'est les meilleurs 7 premiers tours qu'il effectue. Il faut qu'il aille en F1, ils en ont fait que 2 hier. Il sort, non, enfin, plaisanterie mise à part, lui il sent qu'il est en train de revenir. Voilà, donc c'est vrai que, alors, le juge de paix, ça sera dans 15 jours en Allemagne. Oui, chez lui, chez lui, voilà, un circuit qui tourne à gauche. Il a toujours, il a gagné, il n'a jamais été battu. Donc là, on verra vraiment s'il arrive à faire ce step. Aujourd'hui, journée d'essai, il a beaucoup roulé. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Ouais. C'est lui qui a fait le plus de tours. Ouais. Donc voilà, on peut espérer, en tout cas, on souhaite que Marc revienne à son meilleur niveau le plus vite possible. Mais c'est vrai que pour l'instant, chez Honda, ça reste quand même la catastrophe. Parce que même Nakagami a fini par terre, si je dis pas. Nakagami, il est tombé aussi. Non, c'est Alex Marquez qui finit pour le pilote Honda. Nakagami finit 13, pardon. On n'a pas de Honda dans le top 10. En Catalogne, c'était jamais arrivé. Donc depuis 92 que le circuit existe au calendrier, c'est jamais arrivé qu'il n'y ait pas une Honda dans le top 10. Quoi. Donc c'est vrai que là, il y a quand même un vrai problème de management chez Honda. On l'a déjà dit, mais voilà, ce week-end, on avait Kukubu San, l'ancien project leader de la RCV, qui était de retour. Voilà, je pense que. Est-ce que c'est trop tard, en fait? Est-ce que la saison, elle est d'ores et déjà terminée? Là, oui. Là, on parle déjà ce week-end. Il y a eu déjà des réactions par rapport au fait que si jamais ils font pas de podium cette saison, ils bénéficieraient de concessions la saison prochaine. C'est-à-dire, et Paul Espargaro a même déclaré, ça serait bien qu'on ait des concessions. On imagine Honda, quand même, premier constructeur mondial, ces pilotes qui arrivent, et Paul Espargaro. Ils vont quand même pas jouer à ça. Non, de toute façon, Marquez l'a dit, la réaction de Marquez. Non, mais bon, voilà. Après, c'est vrai que, encore une fois, c'est pas pour tirer sur l'ambulance, mais Alberto Puig devrait plus être là. C'est erreur sur erreur. Voilà, tu disais, ils ont laissé partir. Pedrosa, ils ont tout misé sur Marquez. Alors c'est sûr, quand Marquez était en forme, effectivement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais après, derrière, les choix des pilotes, c'est n'importe quoi. Paul Espargaro, Lorenzo, ça n'a pas marché. On va prendre Paul Espargaro qui n'a jamais gagné une course en MotoGP. On prend le petit frère de Marc, Alex, on le met dans le team usine, puis finalement, non, on le met ailleurs. On fait essayer la moto à la Joanne, puis non, on ne le prend pas. Enfin bon, c'est quand même... Bon, et puis on va finir dans cette énumération des faits marquants par Valentino Rossi. Encore une fois, chute, pas terrible. Et puis ça sent la retraite. Ouais, on entend beaucoup de choses maintenant que ça y est. Chez Petronas, on a lancé les recherches pour son remplaçant. Attention, ils sont obligés. Le marché des pilotes a commencé. Enfin, je te prends pas la parole. Non, vas-y. Le marché des pilotes a commencé. Il y a quelques pilotes qui percent un peu en Moto2, dont un qui s'appelle Raúl Fernandez. Donc on peut imaginer qu'effectivement, il commence à démarcher au cas où Rossi. Il y a eu un léger mieux en qualification. Il a fait la Q2. Il a fait la Q2 direct. D'ailleurs, l'explosion de joie. Ça aurait pu être aussi l'image du week-end. Quand on voit son team, je veux dire, qui pensait qu'il avait gagné, il a fait la pole. S'il avait un 10e titre. Et là, c'est juste parce qu'il passe en Q2. Ça carrément dit long sur là où les difficultés où Valentino est rendu. Quoi. Mais c'est vrai que là, on sent vraiment que le poids des ans, ça c'est là tout d'un coup là. Il l'a reconnu lui-même. Il a dit la moto est meilleure, c'est moi qui vais moins vite. Et de toute façon, quand on le voit tomber, la façon dont il se relève. Enfin, je veux dire. C'est sûr que par rapport à des gamins, là, c'est de plus en plus cruel à voir, quoi. Et donc on imagine, enfin, là, on a du mal à imaginer qu'il puisse. Mais même si aujourd'hui encore, il a fait, je sais pas combien de tours. Enfin, c'est dingue. Il a fait une bonne journée aujourd'hui. Il fait 10e temps. Enfin, ça parle de ça, mais il a surtout roulé. Il continue à chercher. C'est assez incroyable. Mais statistiquement, je t'en parlais hier. Du coup, c'est l'un des circuits sur lequel il a le plus triomphé parce qu'il a gagné 10 fois. Mais là, sur les 3 dernières années, il a fait 3 résultats blancs, puisqu'il se fait percuter par Lorenzo il y a 2 ans. Et l'année dernière, il tombe alors qu'il se battait pour le podium. Et là, après, le remplacer, c'est pas simple. On a parlé de Raúl Fernandez, un contrat avec KTM. Je crois qu'il y a un dédit de 500 000 € à payer pour le récupérer. Donc voilà, c'est après pour finalement remplacer Rossi pour Petronas, c'est certainement ça peut le jeu peut en valoir la chandelle parce qu'aujourd'hui on sait que la plupart des pilotes ont des contrats jusqu'à la fin de la saison 2022, donc là il y en a quelques-uns qui vont être à remplacer. Après il y a que les jeunes pousses du Moto2 qui vont exploser et qui peuvent sachant que chez Petronas ils ont aussi un team en Moto2, Xavier Vierge et Dixon, ça fait pas non plus. On a un peu du mal à les imaginer, oui. Allez, on va passer à l'instant stat, justement.
Bon alors Thomas, l'instant stat écoute, de ce Grand Prix. Si on va parler de Fabio encore une fois, mais c'est surtout plutôt au qualif, parce que là, mine de rien, il a fait une belle performance, c'est-à-dire qu'il signe sa 5e pole position de suite. Donc ça, c'était pas arrivé depuis un certain Marc Marquez, qui compte quand même, juste pour le rappeler, 90 poles en Grand Prix. C'était pas arrivé donc depuis 2014. Et d'un pilote Yamaha, c'était pas arrivé depuis 2010. Donc voilà, et avant ça, sauf erreur, il faut remonter à Max Biaggi en 2001. Donc ça remonte à, enfin je veux dire, c'est quand même assez rare pour les souligner. Et ensuite, d'un pilote français, parce que c'est déjà arrivé par le passé, 5 pôles consécutives, c'était un certain Christian Saron 88. En 88, tout à fait. Ouais. Donc je pense que c'est bien de souligner quelques chiffres de Fabio. Et ça montre que s'il arrive à faire la même chose dans 15 jours au Sachsenring sur le terrain de jeu de Marquez, je pense que ça peut faire mal au moral de certains. Ouais. Et d'ailleurs, encore pour en finir avec Fabio, on l'attendait impérial à Jerez, il a ses bras qui le lâchent, et là, il aurait dû atomiser tout le monde à Barcelone. On rappelle que Barcelone, c'est là où il a fait son premier podium en MotoGP, il a gagné sa première victoire en Moto2, et là, c'est le cuir qui s'ouvre et qui est pris de la victoire. Et en fait, il performe là où on ne l'attend pas, finalement. Quand il a fait une super course au Mans sous la pluie, alors qu'il n'était pas bien, et puis au Mugello, on pourrait imaginer du coup qu'au Sachsenring, il performe et il fasse mentir les choses. Autre stat, Thomas? Non, écoute, j'en ai d'autres, j'en ai plein. Non, mais voilà, on y reviendra tout au long de l'émission en fonction de nos échanges. Du coup, eh bien, on va parler tout de suite du Moto2 et du Moto3 avec la rubrique d'Alexis. Alexis, je disais Moto2, Moto3, Moto E également, mais pas que, il y a d'autres choses. C'est parti, Eric, Moto2. Comme le week-end dernier, doublé à Jo encore. Ils sont bien. Hein. Les deux hommes. Ces Finlandais, ils sont bien. Hein. Alors, c'est pas des Finlandais sur la moto, hein, c'est Rémi Garner et Raoul Fernandez. Rémi Garner qui, comme en Italie, bat Raoul Fernandez à l'expérience, j'ai envie de dire. Il a un peu observé la deuxième partie de la course avant de déposer en fin de course, comme au Mugello. On l'a dit tout à l'heure, Xavier Vierret, premier podium, joli. Ouais, pas mal. Depuis 2018. Donc c'était long pour lui, un gros soulagement de remonter enfin sur le podium. Bezeki 4e et Augusto Fernandez 5e après 3 chutes pour le team VDS. Et Sam Loves aussi à l'arrivée 7e, donc ça fait du bien d'avoir les deux pilotes à l'arrivée pour le team VDS. C'était son 200e Grand Prix. Oui, c'est vrai. Sam Loves Non, c'est le VDS. Marque VDS. D'accord. Après, juste vas-y, pour rebondir, donc c'est la deuxième victoire donc, de Rémi Gardner qui devient le premier Australien à faire ça en catégorie intermédiaire depuis Casey Stoner en 2005. Et je voulais rajouter un truc, ça m'a échappé. Les doublés des doublés du team Ajo, faut remonter, je crois, en 2014 pour retrouver autant de doublés, on va dire, d'un même team. Équipe. Ça, c'est le troisième de suite en moto. Ouais. C'était avec Marc VDS, à l'époque, c'était Tito Rabat et Mika Caillot, un certain Finlandais. Décidément, ils sont partout. Moto 3. Sergio Garcia, deuxième victoire en 3 courses, le pilote gaz-gaz, pas mal. Une grosse course en paquet encore, comme au Mugello, tous ces circuits où il y a l'aspiration. Ouais. On les a vus d'ailleurs à l'aube du dernier tour, presque ralentir. Personne ne voulait mener avant la ligne droite. Ça fait débat parce que ça fait débat parce qu'on voulait en parler pour les histoires de problématiques de direction de course. Ouais. Là encore, une décision curieuse. Alors déjà, première chose, effectivement, il y a eu un drapeau rouge qui a été agité. Selon ce que j'en sais, le drapeau rouge aurait été agité qu'à l'endroit de la chute. Donc du coup, les pilotes qui étaient en tête n'auraient pas été informés de cette. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas coupé et qu'ils ont tous rallié l'arrivée. Mais du coup, ceux qui se sont retrouvés derrière, je crois qu'ils pointaient, je crois, à 11 secondes ou un peu plus peut-être, du coup, ont dû couper. Et donc c'est pour ça qu'en fait, le classement a été établi selon l'avant-dernier tour pour ceux qui n'avaient pas franchi la ligne d'arrivée et selon le dernier tour pour ceux qui avaient franchi la ligne d'arrivée. Donc une certaine frustration pour certains teams qui se retrouvaient donc du coup derrière. Et donc après, pour d'autres, ça a été bien. Mais du coup, c'est vrai que c'est... Il va quand même falloir faire quelque chose sur cette direction de course. Non, mais il y a beaucoup de teams du coup qui se demandaient pourquoi. Parce que du coup, Daniel Ogaldo qui faisait ses débuts pour le CIP, qui a remplacé Maximilian Koffler. Donc je rappelle Daniel Ogaldo qui mène le championnat CEV depuis le début de la saison, qui a été invaincu, aurait pu marquer 3 points parce qu'il franchit la ligne d'arrivée en 3e position, mais du coup il a été rétrogradé en 15e parce qu'il était 15e le tour d'avant. Donc c'est une curiosité de plus. Voilà. Donc pour revenir sur le classement de l'arrivée, Alcoba 2e,
Denis Sonchou qui récupère la 3e place aux dépens de Romé Massia, puisqu'il mord sur l'herbe, il se fait déclasser, on commence à avoir l'habitude de ça. Premier podium du jeune Turc Denis Sonchou qui était très heureux à l'arrivée. Je crois d'ailleurs que tu avais une... Bah oui, parce que du coup, il rejoint son frère qui avait gagné en Valence. On s'en souvient. Ouais. Et puis un certain, donc son coach, son manager, qui est Kenan Sofoğlu, qui avait fait la même chose en Moto 2. Donc c'est le 3e Turc qui a fini un podium. Un podium en Grand Prix. Ouais. Pedro Acosta, 7e, reste facile leader du championnat. Du Moto-E, un pilote qu'on connaît pas trop, voire pas du tout, Michael Ponce, qui est rookie et qui remporte sa première victoire pour la 3e course de la saison en Moto-E. Joli, devant les gros bras Aguerter et Torres qui jouent le championnat et qui font tous les 2 podiums ce week-end. Zaccone, 4e, reste leader du championnat. Et puis Granado qui a signé la pole position, il a signé les 3 pôles depuis le début de la saison. Il manque de réussite encore une fois. Il n'a pas pu partir sur la grille, sa moto ne démarrait pas. Il a dû partir de la pit lane. Une moto électrique. Quand même. Je fais pas de statistiques sur le Moto-E, mais je crois que Maria Herrera, sauf erreur, il faudra confirmer, c'est la seule pilote qui a disputé toutes les courses Moto-E et qui a marqué des points à chacune des courses. À confirmer. Il est en forme. Hein. Non, mais il faudra vérifier, mais je veux dire, c'est bien de souligner que Maria Herrera est là, qui roule aussi en super sport cette saison. Côté français, Corentin Perolari qui termine 9e. Et Moto 3, notre ami Lorenzo Felon. Lorenzo Felon, juste en dehors des points, je crois qu'il termine 16e avec l'histoire dont on a parlé. Il était dans le 2e groupe. En Moto 3, il y a un groupe qui reste ensemble avec les aspirations, puis il y a un 2e groupe derrière qui se fait détacher inexorablement. C'est un peu le jeu. Okay. Bon, et ce matin, aujourd'hui, il y avait des essais. Alors, j'avais prévu d'en parler plus tard, mais... Ah, pardon, vas-y, déroule. Alors, pour le réalisateur, on va rester sur le déroulé avec une image sympa ce week-end, c'est du public. Oui. Le retour des spectateurs. Il y avait un peu moins de 20 000 spectateurs le dimanche à Barcelone et tous les pilotes étaient vraiment ravis d'avoir ce retour des spectateurs. Il y en aura peut-être en Allemagne dans 15 jours et il y en aura de toute façon aussi, là c'est prévu, à Assen. Et pas mal de Français d'ailleurs. Hein. Oui, il y a toujours. Les sudistes étaient... Pour beaucoup de Français, c'est plus près que le Mans. C'est vrai, surtout pour... Ouais. Si tu habites à Perpignan, c'est beaucoup moins loin. Ouais, il y a 100 km, quoi, à peine. Ouais. D'accord. On n'a pas parlé de Maverick Viñales tout à l'heure, qui fait une course honnête. Il termine 6e, il récupère la 5e place aux dépens de Fabio. Et Maverick, il cherche encore à trouver des solutions un petit peu à ces problèmes. Et donc, il a remplacé son chef mécanicien, Exit Esteban Garcia, avec qui il a gagné son qui l'avait fait venir et qui n'était pas en odeur de sainteté chez Yamaha. Enfin, là, on dit que c'est plus une décision de Yamaha que... Ouais, il y a eu un peu du micmac avec Maverick, comme souvent, mais Galbuzera qui avait remplacé Esteban Garcia au Qatar. On se souvient qu'au Qatar, Esteban Garcia était testé positif, il était sorti du box et donc Galbuzera était arrivé. Alors, est-ce qu'il s'est dit, tiens, Qatar, ça s'était plutôt bien passé avec Galbuzera. Donc, par contre, on a proposé à Esteban Garcia de s'occuper du test team et Crutchlow a dit non, j'en veux pas. Ah, d'accord, sympa. Donc, il est rentré chez lui, ce garçon. Mais bon, il va toucher son salaire de cette année, plus celui de l'année prochaine, ça devrait aller. Donc Galbuzera, pour préciser, effectivement, il s'occupait du testing Yamaha et bien sûr, avant ça, il était chef mécanicien de Valentino Rossi. Avant d'être remplacé par David Munoz. Voilà. Bref, métier difficile. Hein. Monsieur Statistique, combien de chefs mécaniciens pour Viñales? C'est pas honnêtement depuis qu'il est arrivé. Bon. Okay. Et puis pour finir, effectivement, aujourd'hui, il y avait des essais. Ça s'est terminé à 18h là. Essais post-Grand Prix où pas mal d'équipes ont pu tester pas mal de choses, notamment le team officiel Yamaha. Maverick Viñales et Fabio Quartararo ont fait beaucoup de tours et ils terminent tous les deux avec le meilleur temps. Donc Maverick, meilleur temps devant Quartararo. Nakagami, Mir, Bagnaia dans le top 5. Marc Marquez a aussi beaucoup travaillé. C'est lui qui a fait le plus de tours aujourd'hui. Et puis on a vu aussi Danilo Petrucci par exemple avec le fameux cadre qu'ont les KTM officiels depuis l'Italie. Il n'aura plus d'excuses au Saxon Ring alors. Voilà, on verra ça. Et d'ailleurs, au sujet de ces essais, allez faire un tour sur les réseaux sociaux, sur le compte de Fabio Quartararo. Vous verrez, il manque pas d'humour par rapport à ce qui s'est passé hier. Voilà, je vous dis ça, allez voir. Merci Alexis. On va passer maintenant au jeu concours. Thomas, tu restes encore un petit peu avec nous. Allez, on va planter le décor, on passe au jeu concours. Donc,
au miracle, nous avons un vainqueur. Depuis le temps qu'on essayait de non pas de caser le casque Alex Marquez Replica, mais ça y est, on a un vainqueur. Et ce vainqueur, eh bien, il a été tiré au sort parmi les bonnes réponses. Et tenez-vous bien, eh bien, c'est Stéphane Dupont qui habite à Paris, qui a donc gagné ce casque Shoei de 800 Shoei ou Shoei. Voilà. J'y arriverai jamais, donc n'hésitez. Le prochain sera plus facile à dire, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Donc, Stéphane Dupont de Paris, donc qui gagne ce casque Alex Marquez Replica d'une valeur de 860 €. Bravo à lui. Et n'hésitez pas à retenter votre chance pour le prochain Grand Prix, donc qui aura lieu le 19 juin au Sachsenring. Ça sera le Grand Prix d'Allemagne. Et cette fois, on vous fera gagner le casque Replica Johann Zarco. Donc là, c'est plus simple, c'est chez Shark. Voilà. Pas mal, hein, t'as vu? Donc clairement, Sachsenring, on a dit, non, on attend de voir comment Marquez va se comporter. Un petit pronostic vite fait pour vous, messieurs, qui rapidement. Bah moi, je suis un peu pollué par les stats, donc je sais que Yamaha, je crois, n'a triomphé que 4 fois là-bas, donc contre une 16, je crois, pour Honda, donc ça risque d'être compliqué, parce qu'avant, je prends la parole, mais avant Marc Marquez, c'était le terrain de jeu d'un certain Dani Pedrosa, donc Honda a souvent tendance à bien réussir là-bas, donc. Alors, compte tenu de tout ce qui s'est passé en début de saison. Bah écoute, moi je vois bien Marc Marquez faire un petit retour, quoi, voilà. Grosse confiance. Grosse confiance. Allez, Marc Marquez, Alexis. Je me plante dans tous mes pronos depuis le début de la saison. Sur un malentendu. Zarco, faut y croire. Michel. Allez, Miguel Oliveira. D'accord. Donc, pour vous qui allez jouer pour tenter de gagner le casque Johann Zarco, on vous rappelle, la règle a un petit peu changé parce qu'on veut être un peu plus sympa avec vous. Vous n'avez plus qu'à donner maintenant le nom du vainqueur du Grand Prix. Non pas le podium, mais le nom du vainqueur. Donc voilà, ça simplifiera un petit peu les choses. Et moi, je vois bien effectivement Johann Zarco, puisque on dit que c'est pas un circuit pour les Ducati. Donc comme aujourd'hui, aucune certitude est respectée. Donc voilà. Thomas, merci. On va te demander de laisser la place à notre invité parce qu'on va recevoir dans quelques instants, il va venir nous rejoindre, il va s'installer tranquillement. C'est Yann Marian, l'homme qui se cache derrière MotoGP Addict. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Ça y est. Dédicace de Michel, chemise ouverte, c'est Nanar qui brille pour Quarta, donc c'est cool. Voilà. Bon, tu vas bien Yann? Ça va et toi? Bon, ouais, très bien. Donc on le disait, tu es l'homme qui se cache derrière MotoGP Addict. Alors, juste avant de rebondir sur le Grand Prix, etc., comment ça t'est venu cette idée? Déjà, on est deux vraiment sur MotoGP Addict avec Alexandre Huez qui est lui réalisateur des vidéos qu'on a pu faire il y a quelques années, on continue encore aujourd'hui. Comment c'est venu? On vient d'un côté artistique, moi je viens du One Man Show, j'adore le MotoGP depuis tout petit, c'est mes parents qui m'ont transmis cette passion et un jour on s'est dit pourquoi pas déconner avec notre passion et c'est parti comme ça. Et avec l'aide de quelques personnes comme Laurent Cochet, comme Michel, voilà, je te remercie encore. C'est gentil. Tu ne t'oublieras pas à la fin de l'émission. Oui, d'ailleurs, je suis après. Bon, ce Grand Prix, t'en as pensé quoi? Il y a eu de la matière pour déconner, donc ça c'est cool. Ah ouais, allez voir le montage. Alors je sais pas si c'est toi. C'est pas de moi celui-là, Rambo, mais le Rambo, c'est croisonné. Il est succulent. Allez voir donc sur la page MotoGP Addict si vous l'avez pas encore fait, mais ce montage-là est succulent. Non, mais voilà, quand il y a des incidents comme ça, forcément, ça nous donne des possibilités de vannes, de plein de petites choses. Maintenant, après, il y a eu du débat, il y en a eu tout à l'heure, il y aura encore des débats pendant 15 jours. Donc voilà, nous, on s'amuse de tout ça. Et le but, c'est de se... Est-ce qu'on peut rire de tout en MotoGP? Je crois que c'était en général, je commence à dire là, on est mort, on est sur C8, ça part sur 8h du matin. Oui, on peut rire de tout. Ouais. On peut rire de tout. Après, les internautes, souvent, ils rigolent pas trop, justement. Ils ont des opinions très tranchées. Sûr. En réaction à tout ce qui se passe, justement. Il y a une communauté à gérer, c'est pas toujours évident. Nous, ça va, on n'a pas trop ce problème. C'est que, bon, forcément, des fois, tu as des débats, ça va chicaner entre pro Rossi, pro Marquez, pro Quarta, pro Zarco. Mais nous, ils comprennent qu'on est là pour déconner, pour se marrer. En général, ils nous proposent même des trucs très drôles. On a un groupe pour ça, donc non, franchement, ça va. Ça va, les pro Rossi, pro Marquez, cette année, du coup, ils sont un peu calmes, quoi. Bah écoute, on a... C'est dur pour toi, non, en ce moment, on se réunit, là. On prend des cordes, on prend des exomiles, tout ça. Vas-y, Michel. Non, juste un truc. Au départ, c'était MotoGP Addict, c'est devenu MotoGP Addict. Alors, oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est Michel qui a les droits du MotoGP. C'était trop cher pour lui. D'accord, je comprends mieux maintenant. Non, il ne dit pas tout, Michel. Non, le nom MotoGP est déposé. Ils ont été cool avec nous pendant pas mal d'années. Ils nous ont prévenus il y a 2 ans.
Et on a changé le nom, on s'en doutait, donc petite pirouette, un petit. Donc, par contre, ça veut dire que vous êtes regardé même du côté de la Dorna. Ouais. Oui. Comment ils le perçoivent, ça? Regardez. Ouais. Quel est le terme exact? Tu fais bien de regarder. On est en relation avec eux, on échange avec eux. De connaître Thomas Morcellino qui travaille pour la Dorna, ça aide un petit peu quand même. On va pas se mentir. Mieux que Michel, je pense. Non, ça va. Moi, je leur envoie des photos de Michel dédicacées, donc non, ça roule. Ils vous avaient laissé faire une vidéo au Grand Prix de France une année. Dans le paddock. Ils avaient autorisé. Ils avaient autorisé. Il y a 2 ans, j'étais en Autriche. Ils m'avaient autorisé 1 minute vers la salle de concert. J'étais comme un enfant. J'étais très content. Ouais, on fait gaffe. Ils sont durs en affaires, les Espagnols. Faut négocier. Ouais. C'est toujours comme ça. Alors, on a des questions d'internautes, Jean de Lille, qui demande comment tu vis la fin de carrière de Rossi. On va passer à autre chose. On va tourner une page. C'est mon idole. Même quand je montais sur scène, il m'inspirait. J'ai mal en ce moment. Samedi, il passe en Q2. Je suis à fond sur mon canapé. C'était toi dans le box alors. Non, ma chérie Marianne me fait non, là, t'es gentil. Après, pourquoi être mal? Je veux dire, il a 42 balais. Voilà, parce que j'ai presque le même âge déjà. Et Non, je dis ça. C'est juste que ça me fait mal de le voir comme ça. J'ai toujours cet espoir en tant que fan de Rossi de me dire, là en catalogue, je me suis dit, ça y est, il va y avoir un petit truc. Thomas, il m'a dit, tu vas voir Rossi, ça va le faire. Je dénonce. J'avoue. Mais c'est logique. Enfin, je veux dire, c'est logique. Après, il se fait plaisir. Moi, je te parle en tant que fan. Après, si je prends forcément du recul, c'est énorme ce qu'il fait à son âge. Et forcément, mais ce qui m'embête, c'est qu'on vit une période particulière avec le Covid et qu'il s'en aille comme ça, là. Si c'est en fin d'année, ça j'ai vraiment les boules. Vraiment. Parce que c'est le gars qui a ouvert le MotoGP. Il y a un sens populaire avec Rossi, il y a du public, c'est le feu. De toute façon, on l'a vu dans les tribunes, là. Il n'y avait que 20 000 personnes, mais il y avait encore du jaune partout. C'est le seul qui a dépassé le cadre du MotoGP en termes de popularité. Il a fait connaître ce sport à la terre entière. Donc, il y a tout ça. Après, quand je dis ça, il y a du second degré, forcément. Quand je dis que j'ai les boules, je fais des vannes avec ça. Mais ça reste que je suis quand même triste de le voir comme ça. Mais c'est normal. Mais c'est vrai que je te rejoins. Moi, ce que je trouve triste, si tu veux, c'est que quelque part, s'il finit cette année dans ces conditions, il n'y aura pas de fête, de public. Non, c'est ça, en fait. Et c'est vrai que ça manque. Là, tu vois, ce week-end, il y avait quelques spectateurs à Barcelone. Le fait d'être là, d'entendre des cornes de brume, des gens encourager les pilotes. On le voyait, les pilotes, ils étaient super heureux parce que dès qu'il y avait un peu de bruit, ça saluait. La télé, c'est content de voir du public. On a vu Zarco, Quarta, ils étaient à fond de voir du public. C'est comme un match de foot ou de rugby sans public. C'est terrible. Moi, j'ai un pote qui commente le handball sur une chaîne de télévision. Il m'a dit la Coupe du Monde au Qatar, il n'y avait pas de public. C'était compliqué, quoi. L'émotion, elle est moins là, quoi. Je pense que sur le MotoGP, c'est pareil. Eux qui travaillent dans le paddock. C'est difficile. Enfin, ils essayent d'y travailler parce qu'ils n'ont plus le droit d'y aller maintenant. Un petit peu. Vas-y, Alexis. Moi, j'étais très fan de ton premier format de vidéo qui t'a fait connaître un petit peu. Aujourd'hui, tu fais des choses différentes. Ouais, c'est une évolution. Aujourd'hui, on fait participer la communauté. On le fait maintenant avec un pilote en championnat de France Superbike qui s'appelle Martin Renaudin, un pilote amateur qui a son métier encore à côté. Et en fait, on nous réclamait depuis un moment sur nos pages, sur nos réseaux de quand est-ce que vous montez une équipe. Alors, on n'a pas monté une équipe, mais en tout cas, on soutient une équipe par le biais de la communauté. On a monté une tombola, il y a eu des partenaires qui ont bien voulu jouer le jeu, et merci encore à eux. Et maintenant, on fait des vidéos très longues. C'était 2 minutes, là, on est passé à 45 minutes. Là, sur le dernier montage, on va peut-être partir là-dessus, mais... t'as fait un super inside aussi avec le GMT 94 en essai de précision. Le GMT nous cherchait aussi, donc depuis tout gamin, quand tu es fan de sport moto, le GMT, a encore du mal à croire qu'on se retrouve avec eux dans le box à Aragon. Mais voilà, on est parti là-dessus. Ça va revenir aussi, ces épisodes-là. Bonne nouvelle, je vais pouvoir revenir figurant. Avec Michel, voilà, exactement. Je vous rappelle que Michel a participé. Je sais qu'Alexis me le demande assez souvent. Jaloux. Je suis complètement jaloux, Michel. Mais ça va revenir. Voilà, c'était aussi bien de proposer autre chose. Il y a des fans de sport moto, on est très nombreux et ça fonctionne bien, on est très contents. Ça soutient toute l'équipe, c'est une aventure incroyable. C'est bien aussi de montrer, et Eric, tu le sais très bien, de montrer le FSBK. Toi qui es team manager en FSBK. Mon Dieu, donc, tu sais ce que c'est, les responsabilités. Comme ça, dans tous les sens. Une question, Yann. Tu es
hyper actif sur les réseaux sociaux. Tu t'essaies de balancer des vannes du soir au matin, du matin au soir. Comment tu fais? C'est un besoin. Je peux pas m'empêcher de vouloir que ça soit drôle ou pas drôle de poster une connerie. Ça me plaît, je sais pas, je peux pas t'expliquer pourquoi c'est vital. Parce que c'est quand même hyper dangereux parce que il y a des moments, tu l'as dit, c'est pas drôle quoi. Donc c'est comment comment c'est perçu? En fait, je me pose pas forcément la question de savoir si c'est drôle ou pas drôle. Ouais, mais t'envoies sans réfléchir en fait. Tu penses à un truc. Si, forcément, je vais réfléchir parce qu'il faut pas que je fasse de conneries dans mon écriture, tout ça. Mais j'ai envie d'y aller comme ça. Et puis, ça me fait un entraînement, quoi qu'il arrive, pour ce que je fais à côté en tant que comédien d'écriture. Il y a toujours quelque chose à se dire, bah là, je vois que ça n'a pas marché. Peut-être que je repartirai pas dans ce sens-là. C'est un laboratoire, en fait, à chaque fois. Après, tout ce qui est épisode, tout ça, c'est différent. Là, l'écriture est complètement différente. Mais quand on voit ce qui s'est passé sur les réseaux, que ce soit sur Twitter, Instagram ou Facebook, tu dis, bon, bah ça marche moins bien. Ça marche mieux. Peut-être qu'on peut partir là-dessus. L'idée est intéressante. Mais ça reste un laboratoire, en fait. Est-ce que tu manques pas des trucs, justement, quand tu réagis en live, des fois, tu dois louper des images C'est assez particulier, je dois le reconnaître, c'est que des fois je suis entre la télé et ça, c'est assez dingue, mais quand tu vois une situation, tu te dis ouais là il y a quelque chose à faire et on y va quoi. Donc oui, les Grands Prix, je les mets en replay après souvent quand même. Non mais parce qu'en plus voilà, tu as besoin de te reposer, de revoir les choses, mais voilà. Ouais, puis tu as le recul que tu n'as pas sur le direct. C'est aussi ça qui te permet de retravailler un petit peu. Le moto de hier, le remater en replay, c'était dur. mais voilà. C'est pas la plus belle course de l'année. Non, mais c'est clair. Mais bon. Donc, et puis ton actualité, c'est ce week-end, parce qu'on n'en a pas parlé non plus, mais ce week-end, c'est les 24 heures du Mans. Enfin, le championnat du monde d'endurance démarre. Ça fait du bien, messieurs. Voilà. On y sera tous les quatre d'ailleurs. Oui, vous serez sur place, pas moi. Je serai à Paris, dans ma cabine de commentaires. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et toi, tu seras chez National Moto. Donc, tu fais le GMT, National Moto. Tu manges à tous les râteaux. Ouais, exactement. J'ai sortir ça. J'ai exactement sortir ça. Après, ça marche à l'affect parce que là, le National Moto, c'est vraiment sur du bénévolat. Et je vais pas forcément faire de vidéo. Je vais être chronométreur. Je vais aider l'équipe. Tu vas faire quand même un sujet quand même autour de l'équipe de Stéphane. Mais après, il va falloir être carré samedi, dimanche. Et ça, c'est cool. Donc, tu découvrir autre chose. Non. Est-ce qu'on peut confier le chronométrage d'une moto à Yann? C'est ça, moi, qui m'inquiète. On va lui faire une blague. Allez, tiens, on va le laisser passer 2 tours. Non, mais en fait, c'est ça aussi. Tout ce qui nous arrive, c'est que ça te permet de découvrir plein de choses différentes et de dire, bah voilà, j'ai découvert c'est pas un nouveau métier, mais un nouveau poste ce week-end. Ça, c'est et puis passer de l'autre côté de la barrière, c'est toujours une expérience enrichissante. C'est toujours intéressant d'observer comment ça se déroule, comment tu manages une équipe et respect, parce que c'est pas, il y a les pilotes bien sûr, mais il y a toute une équipe qu'il faut manager. Et puis ça permet de comprendre des fois que c'est pas évident et ça te fait relativiser certaines choses, certains avis. Exactement, c'est ça. Bon. Aujourd'hui, tu as quand même une vraie communauté derrière toi. Est-ce que tu as des projets futurs pour cette communauté? On est en train de réfléchir aussi, on nous demande des choses, de faire des roulages, voilà, c'est la prochaine étape peut-être, mais il faut être différent des autres, il faut proposer quelque chose de MotoGP addict, donc il y a des réflexions là-dessus. On est en train de voir avec le GMT pour l'année prochaine. Moi, mon rêve, c'est d'avoir aussi au GMT en Superbike l'année prochaine. C'est combien de personnes la communauté MotoGP addict? Alors, enfin, on a calculé, on est monté à 120 000, tout réseau confondu, donc il y a beaucoup de monde. Ce qui est intéressant, tu le sais, Twitter, c'est toujours différent que Facebook, Instagram, donc il faut aussi s'adapter en fonction de ça. Mais il y a une communauté incroyable qui nous suit depuis maintenant 2016, si je ne me trompe pas. C'est l'année de la création, 2016, c'est ça? C'est ça. Quel est le réseau social là, qui est le plus réactif par rapport à ce que tu peux produire? Avant, c'était Facebook. Ça reste le cas. Instagram en vidéo fonctionne bien. Après, Instagram, en ce moment, ils aident à ça. Et Twitter. Mais après, c'est sur d'autres formats. Twitter, c'est pas forcément de la vidéo. C'est plus la petite phrase. Clairement, on le voit au niveau de l'humour, il est relativement différent entre Twitter et Facebook. Voilà, c'est intéressant aussi. C'est un bon laboratoire aussi, Twitter. Alors, par contre, on t'a pas fait parler un petit peu plus sur la saison de cette année. Pour toi, c'est plus facile d'avoir 2 Français comme ça en tête du championnat. Ça te motive encore plus, ça te donne plus d'idées? Non, pas forcément plus d'idées. On a toujours été à fond sur ce qui se passait. On s'amuse plus quand même avec ce qui se passe en ce moment. On n'a pas marqué ce qui part
avec 10 secondes d'avance. On en parlait tout à l'heure parce qu'il y avait David Dumas qui était juste là. Non, par contre, avec ces deux Français, on sent qu'il y a un engouement incroyable et surtout, on sent qu'il y a de nouveaux fans de MotoGP qui sont pas forcément motards, qui s'intéressent au MotoGP et ça, c'est génial. Et ça, tu le ressens, toi, sur ce que tu produis. On le voit. Tu as des nouveaux arrivants. Auprès de mes amis, il y a des potes qui m'envoient des messages pendant les courses. Je me dis, mais attends, c'est qui ça? Qui m'envoie ça? Et, mais dans la communauté, on le voit sur certains réseaux qu'il y a des fans de Formule 1, des fans de foot, d'autres sports qui viennent découvrir le MotoGP, qui sont à fond. Et je pense forcément que Fabio et Johan, ça sont des bons ambassadeurs. D'ailleurs, tu les connais un peu, tu t'échanges avec eux parfois, justement, au travers je sais que Johan, il apprécie bien, par exemple, tes montages, tes tweets. Ouais, je sais pas s'il va me tuer si je le dis, mais je sais que sur Insta, des fois, on échange un tout petit peu, et au niveau de la déconne, je pense que Michel peut le confirmer, il envoie du steak. C'est pas le dernier. C'est pas le dernier. Après, il y a un écart d'âge avec Fabio. Ouais. Voilà, forcément. Bon. Plus d'affinité quand tu as 30 ans. Non, c'est sûr, c'est certain. Après, moi, je l'ai croisé qu'une fois. Fabio, c'était il y a 2 ans en Autriche et en République tchèque. Et c'est un super gamin. Et même s'il y a une différence d'âge, il vient vers toi, il te demande comment ça va. Disons que Johan a un vécu, un autre vécu. Bien sûr. C'est une autre génération. Maintenant, je dis pas attention, c'est pas le mot que je veux dire. C'est qu'il a pris du recul sur beaucoup de choses. J'ai l'impression que tout ce qui lui est arrivé. Et maintenant, voilà. Il veut profiter de tous les moments. Quoi. Exactement. Ok, très bien, messieurs. Yann, merci d'être venu. Merci Alexis, merci Michel. Bon 24 heures du Mans à tous. On va se souhaiter ça, puisqu'on sera tous sur le pont. Quant à nous, eh bien, on se retrouve le 21 juin, le lundi 21 juin. Ça sera pour débriefer le Grand Prix d'Allemagne qui aura lieu au Sachsenring. Et n'oubliez pas, parier sur le vainqueur et gagner peut-être le casque Shark de Johan Zarco. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très vite. Portez-vous bien.